Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un sélecteur de période avec Vue.js. Alors le principe est relativement simple. On a un hôtelier qui a besoin de spécifier les dates de disponibilité de ses chambres. Par exemple, une chambre ne sera disponible que du 3 février au 4 mars et du 2 septembre au 3 novembre. Et du coup, il a besoin d'avoir une interface pour définir ces disponibilités-là. Donc la première solution, qui est une solution qui n'est pas forcément pratique mais qui peut fonctionner, c'est d'avoir des dates comme ça que l'on va pouvoir préciser avec des champs. Bon, c'est pas du tout pratique d'un point de vue visuel et les administrer c'est un véritable enfer. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est créer un système de calendrier qui permettra de représenter les différentes dates de disponibilité sous ce format-là. On aura la possibilité de double-cliquer pour supprimer une disponibilité. On va pouvoir en créer une nouvelle en faisant un glisser-déposer. On pourra en modifier une existante en modifiant une de ses extrémités. Et ensuite, on pourra aussi fusionner plusieurs zones. C'est-à-dire que si je prends par exemple cette zone-là et que je la fais aller par-dessus une autre zone, automatiquement ça va fusionner. De la même manière, si j'englobe d'autres zones, imaginons je vais du 1er janvier au 31 décembre, automatiquement ça efface les zones qui sont incluses. Si je sauvegarde mes changements, automatiquement je n'ai qu'une zone. Donc c'est ce que l'on va apprendre à créer aujourd'hui. Donc pour commencer à créer notre projet, je vais ici utiliser Vue CLI. Donc je coupe le projet que j'avais déjà créé, je vais le fermer, et on va créer un nouveau projet avec Vue en faisant Vue, init, webpack et le nom de notre projet. On va l'appeler ici Range Picker. Automatiquement, il va me demander le nom du projet que je dois rentrer en minuscule. Ensuite, la description, le nom de l'auteur et tout un tas d'informations. Je vais répondre par défaut à ces questions-là. Par contre, je ne vais pas installer Vue Router. Je vais utiliser ESLint qui permettra de m'assurer que le code est correct. Je vais choisir le standard de base. Et je vais installer ensuite les tests unitaires, même si je ne les utiliserai pas dans cette vidéo. Ensuite, je me rends dans le dossier et je fais un coup de npm install. Il va automatiquement télécharger et installer les différentes dépendances. Une fois que c'est fait, je peux démarrer mon projet en faisant un npm run dev. Il va automatiquement lancer le serveur de développement sur le port 8080. Donc si je me rends sur mon navigateur et que je réactualise, j'ai la page d'accueil de Vue.js. De la même manière, je vais ouvrir ça avec mon IDE. Donc je vais ouvrir ici une nouvelle fenêtre de terminal et je vais utiliser IntelliJ ici, mais vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou ce que vous voulez, et je vais ouvrir mon dossier courant. Donc automatiquement, lorsque j'utilise Vue CLI, il a créé un nouveau projet et dedans il a placé les sources dans le dossier src et on a un seul composant qui est le composant helloworld.vue. Donc je vais commencer justement par supprimer ce composant et ensuite je vais modifier mon app.vue pour le supprimer. Donc je supprime ça et ça. Et nous, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau composant qui nous servira de range picker. Donc l'idée, c'est de l'utiliser tout en haut. On aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, range-picker. On préciserait l'année, donc ça serait un entier. Par exemple, on veut présenter les dates pour l'année 2017. Et ensuite, on pourrait lui préciser des ranges. Et pour l'instant, on va se contenter simplement de fermer automatiquement la balise. Donc ce composant, il va falloir le créer. Donc je vais lui dire, je veux importer range picker. On mettra un range majuscule et un P majuscule, from le dossier components, et ensuite le fichier s'appellera rangepicker.js. Et ce composant, je peux ensuite le charger à cet endroit-là. Pour l'instant, il le souligne en rouge parce que le fichier n'existe pas. Donc je vais aller créer ce nouveau fichier. Donc je vais me situer dans le dossier components et je vais créer un nouveau fichier rangepicker.vue. À l'intérieur, je vais avoir une partie template, où je vais mettre mon template. Pour l'instant, ce sera simplement une div où je mettrai calendrier dedans. Et ensuite, j'aurai une partie script où j'exporte par défaut un objet vide. Si je reviens au niveau de ma page, j'ai bien mon calendrier, mon composant fonctionne correctement. Donc la première étape va être d'afficher en haut l'année qui est actuellement sélectionnée. Donc au niveau de cette div, je vais lui donner une classe, donc on va l'appeler rangePicker. Je suis très inspiré. Et ensuite, je vais présenter l'année. Donc j'ai besoin de dire au niveau de ce composant-là, j'ai besoin d'une propriété qui sera l'année. Donc je rajoute au niveau de mon objet une clé props, et dans cette clé props, je lui précise que j'aurai une propriété year qui sera de type number. Maintenant l'avantage, c'est que je peux récupérer l'année en mettant directement entre accolades year ici. Si je reviens au niveau de ma page, ça m'affiche 2017. Au niveau de ce range picker, je veux du coup afficher 12 calendriers, chaque calendrier présentant un mois en particulier. Donc je vais créer ici une nouvelle div que je vais appeler rangePicker_month qui permettra de représenter un mois et je vais boucler. Donc pour l'instant j'ai une approche relativement naïve. Je vais simplement lui dire pour month compris entre 0 et 11.
Automatiquement, ça permettra d'afficher les différents mois. Le problème, c'est que j'ai besoin d'afficher les mois avec un format correct, en disant par exemple janvier, février, mars, avril, mai, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors le problème, c'est que ça m'oblige à faire un traitement, et je me dis ce qui pourrait être intéressant, c'est de représenter en fait les mois sous forme d'un objet. L'avantage, c'est que ça me permet déjà de séparer la logique et de la sortir un petit peu de Vue.js. Donc si jamais demain je choisis de passer par une autre librairie, ça me permettra de pouvoir réutiliser un maximum de code. Et l'autre avantage, c'est que le code que l'on écrira dans cette autre classe, vu que c'est une classe JavaScript standard, sera plus facilement testable. Alors que tester du Vue.js, c'est pas forcément pratique. Donc je m'imagine simplement créer une classe qui va s'appeler month. Donc je vais importer month from, ça sera le dossier courant et on va l'appeler month directement. On va partir du principe en fait que tout sera au même niveau. Et on va même préciser month.js histoire d'être sûr. Alors ce fichier, je vais aller le créer, il sera au même niveau. Et ça sera simplement une classe. Donc on fait un export default, classe month. À l'intérieur, on va avoir un constructeur. Et le constructeur aura besoin de l'année, donc 2017, 2016, et du mois en question. Et c'est tout ce qu'il aura besoin de faire. Ce que l'on fera peut-être, c'est qu'on initialisera les variables. C'est-à-dire qu'on sauvegarde year au niveau de l'instance et on sauvegarde month aussi au niveau de l'instance. Ensuite, comme on l'avait dit, on va avoir besoin d'une méthode pour récupérer le nom du mois en toutes lettres. Et c'est cette méthode qui est intéressante ici. Pour obtenir ce mois en toutes lettres, plusieurs solutions s'offrent à nous. On pourrait se créer un tableau ou on peut utiliser une méthode qui est disponible directement au niveau du JavaScript qui est le toLocaleString. Donc si vous cherchez au niveau de la documentation, alors ici je vais sortir Zil, qui est un logiciel qui me permet de fouiller dans toutes les documentations, c'est juste un petit peu plus rapide. Et on va chercher toLocaleString. Donc on voit, c'est disponible sur plein de choses, mais c'est disponible aussi sur les dates. Et dans le cas des dates, ça nous permet de récupérer en fait le mois ou ce genre de choses. Donc attention par contre au niveau de la compatibilité, si vous descendez, c'est compatible avec tous les navigateurs à partir d'Internet Explorer 11. Du coup, si je reviens au niveau de mon code, il va me falloir créer une date. Alors moi, je vais simplement prendre la première date du mois. Et je vais faire let date égale new date. Donc ça, c'est l'objet direct de JavaScript. Je lui passe en premier paramètre l'année, en second paramètre le mois. Et ensuite, j'utilise la méthode toLocaleString. Je lui précise la locale à utiliser. Nous, ici, ça sera du français. Et ensuite, le mois, je veux la version longue, comme ceci. Donc là, j'ai maintenant cette date-là directement, correctement formatée. Donc je peux même la retourner directement. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de sauvegarder la date de départ du mois dans une variable. Donc histoire de ne pas faire le traitement tout le temps, on va le mettre dès le constructeur. Donc dès le constructeur, on va créer une propriété que l'on va appeler start, qui contiendra la date de démarrage du mois. Et ensuite, on pourra la réutiliser partout où on en a besoin. Donc automatiquement, je mets à jour un petit peu l'indentation, voilà, donc il n'y a pas d'espace à cet endroit-là ni à cet endroit-là, histoire qu'il arrête de râler au niveau de notre système. Maintenant, au niveau de mon range picker, j'ai besoin de créer une variable months qui va contenir les 12 mois de l'année. Donc je pourrais ici me faire une petite boucle et dire parcours de 0 à 11 et créer une nouvelle instance, ou je m'imagine peut-être créer une méthode statique directement au niveau de month qui va servir en fait de factory. Donc juste en dessous, moi j'aime bien les mettre à la fin, je vais me déclarer en statique create months for year. On lui passerait en paramètre une année, year, et automatiquement il initialiserait et nous construirait les différents objets. Attention, on n'oublie pas un petit espace ici. Donc on a besoin de parcourir tous les mois de l'année, donc on va faire un for let i égale 0, i inférieur à 12 et i++. L'avantage c'est que les mois en JavaScript commencent à 0, vous ne vous faites pas avoir. Ensuite, je vais pouvoir créer les mois. Donc, je vais créer une variable pour les accueillir. Et ensuite, je fais un months.push et je rajoute un new month et je lui passe en paramètre l'année. Donc, ça sera ce qui est passé ici en paramètre et en second paramètre le mois qui est ici simplement i. Une fois que j'ai ces différents mois, je peux me contenter de les retourner. Maintenant, au niveau de mon range picker.vue, lorsque les données sont initialisées, donc on va pouvoir le faire dès l'initialisation, mais je vais avoir une fonction et cette fonction doit retourner un objet. Donc dans l'objet, je vais lui dire pour les différents mois, tu utiliseras la méthode statique qui est createMonth for year et tu auras besoin de l'année. Alors là, tu vas être un petit peu embêté parce que tu auras besoin de l'année en faisant un this year. Donc tu as besoin de la propriété qui a été passée. Donc plutôt que d'utiliser data ici, on va utiliser mounted. Donc dès qu'on a mounted, je vais préciser qu'on aura la propriété month
qui va accueillir les différents mois. Par contre, dès qu'on initialise notre composant, on va avoir dans le state effectivement un tableau de mois qui est vide. Donc je retourne un tableau de mois vide. Voilà, là comme ça on a nos différentes propriétés. L'avantage c'est qu'au niveau de cette boucle-là, j'ai plus qu'à lui dire pour chaque mois dans month, et ensuite si je veux le titre, je fais month.getName. Voilà, ça permet d'isoler correctement la logique. Ici on se consacre vraiment qu'à la partie visuelle. Alors, je reviens au niveau de mon navigateur et je vois bien que ça me donne les différents mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Alors je vais faire un petit peu de CSS histoire de styliser tout ça. Donc le CSS, je ne vais pas pareil le mettre directement ici, mais je vais faire un style et je vais lui dire va charger le fichier qui se situe dans le dossier courant et qui va s'appeler rangepicker.scss. On va utiliser du SAS ici. Et je lui précise que la langue à utiliser, c'est du SCSS. Ce fichier n'existe pas, je vais aller le créer et je vais l'appeler rangepicker.scss. Pour que le SCSS soit supporté par Vue CLI, il faut installer Node SAS et SAS Loader. Donc au niveau de mon terminal, je commence par fermer ça et je fais un coup de npm install SAS-loader. Et de la même manière, j'installe aussi node-sas. Pendant qu'il est en train de faire l'installation, je vais continuer quand même à travailler sur mon SCSS. Donc d'abord, je vais préciser que tous les éléments qui sont dans la classe rangePicker vont être en box sizing border box, histoire d'éviter les petits problèmes. Ensuite, je vais préciser que dans mon rangePicker, les éléments vont être en display flex. Donc je vais utiliser les flexbox, ce qui va me permettre d'aligner correctement les éléments et de ne pas trop avoir à m'embêter. Et je précise qu'on aura un flex wrap à wrap. Globalement, lorsqu'il y a trop d'éléments, tu vas à la ligne. Ensuite, ça va nous permettre de spécifier combien d'éléments on veut par ligne. Donc je prends l'élément rangePicker_month et je vais lui donner une largeur de 25%. Comme ça, on pourra placer 4 mois au niveau de notre fenêtre. On pourrait ici utiliser du responsive pour changer cette valeur-là suivant la taille de l'écran. Ensuite, je mets un background color à blanc. Et ensuite, on mettra une petite bordure qui sera une bordure avec un gris léger. Donc j'édite cette couleur-là et je mets du gris. Si je sauvegarde et que je reviens au niveau de ma page, alors il y a une petite erreur toujours qui est affichée parce que je n'ai pas redémarré mon serveur. Donc je fais un coup de npm run dev. Je vois que ce coup-ci, il essaie de compiler et ça ne lui pose pas de problème. Et si je reviens au niveau de mon navigateur et que je réactualise, j'ai bien mon calendrier. Donc en dessous du mois, on va avoir besoin d'afficher les différents jours de la semaine. Donc juste en dessous, je vais peut-être séparer ça comme ça, histoire d'avoir les deux toujours à portée de main. Au niveau de mon élément, je vais entourer ça d'une div qui va s'appeler rangePicker_monthTitle, pour dire c'est le titre du mois. Ensuite, on va avoir une div rangePicker. Alors je préfixe tout par rangePicker, histoire d'éviter les conflits au niveau des règles. Et là, on va avoir en fait différentes divs qui contiendront les jours de la semaine. Donc on mettra lundi, mardi, mercredi, jeudi. On pourrait se faire une boucle, mais bon, autant faire ça comme ça. Samedi et dimanche. Et après, on aura les nombres. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 31 ou 28 suivant les mois. Donc je mets une classe qui va s'appeler rangePicker_numbers. Et c'est là qu'on va bloquer, qu'on va avoir besoin de boucler. Au niveau de mon style, je vais changer le style du month title. Donc je vais prendre cette propriété-là, enfin cette classe-là, et changer les choses. Donc on va donner une hauteur de 64 pixels, une hauteur de ligne de 64 pixels, histoire que ça soit correctement aligné. On mettra un texte align center. On mettra une couleur de fond un petit peu bleue, mais là vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, il faut adapter à votre charte graphique. C'est pour le titre de notre mois. Et si on met cette couleur bleue, on va changer la couleur du texte en blanc. Les mois, on va les mettre en text transform uppercase, histoire de les mettre en majuscule, et on va mettre un font weight à 700 et une taille de texte de 12. Donc je sauvegarde et ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Je me dis même qu'on pourrait peut-être augmenter la taille de la police et mettre du 14. Voilà. Alors je ne précise pas de font à utiliser, automatiquement ça utilisera la police qui est définie dans le index.html. Donc si quelqu'un a dans son CSS du comics en MS, ben mon calendrier sera en comics en MS. Il ne doit pas être influencé par ça. En dessous, on veut afficher les différents jours de la semaine. Donc je vais prendre cette classe-là, on va créer le sélecteur et on est parti. Les jours auront une hauteur de 30 pixels et on va mettre une couleur gris. Alors on va prendre un gris un petit peu foncé.
histoire qu'il se voit, mais ça servira en fait de couleur de contraste par rapport aux jours. Les jours dans le mois seront vraiment en foncé, alors que les jours de la semaine, c'est pas une donnée qui est super importante. Pareil, je mets un font size un petit peu plus petit. Alors d'ailleurs, là, vous pourriez changer et tout baser en REM, comme ça. Pareil, vous êtes influencé par le CSS principal. On mettra du 0,9 REM. Et on mettra aussi ça en bold, en majuscule. Et on mettra un display flex, histoire que les éléments soient correctement alignés. Pour ce display flex, on mettra un text align center et un align items center, histoire que tout soit centré correctement. Au niveau du contenu, vous allez le voir, si je réactualise, ils sont présentés comme ça. Mais moi j'ai envie qu'ils s'espacent automatiquement en fait. Donc on peut utiliser une propriété sur les flexbox qui est le justify content. Alors, vous avez beaucoup de possibilités, mais une qui correspond pile poil à notre situation, c'est space evenly. Alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas proposé, mais il donne exactement ce que l'on veut. Tout est espacé de la même manière. Vous pourriez aussi utiliser space around qui fonctionnerait, je crois, plutôt pas mal. Les deux font à peu près quasiment la même chose. Ça dépend ce que vous voulez donner comme effet. Moi, je veux vraiment que ça soit l'espace entre les textes qui soit identique. On utilisera la même propriété au niveau de nos jours. Alors pour les jours, on va se contenter simplement pour l'instant de mettre une div. On lui donnera la classe rangePicker underscore day. Et on mettra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour l'instant, je mets que des 1, histoire de préparer le style. Donc je vais préciser que le rangePicker numbers, il sera en display flex, comme pour le rangePicker day. Il y aura un flex wrap ce coup-ci, parce qu'on veut seulement 7 éléments par ligne, et non pas... on ne veut pas que les 31 soient tous quichés les uns par rapport aux autres. Et après, on peut rajouter du style. Ce que je vais juste faire, c'est mettre un style pour le rangePicker day et préciser que la largeur sera de 14%, histoire de rentrer à peu près 7 éléments par ligne. Et là, on obtient ce résultat-là. On peut ensuite gérer un petit peu mieux l'espacement. Donc là, on va faire ça vite fait, mais on va mettre une couleur foncée, pas forcément noire complètement. On va mettre un font size à 1 REM. D'ailleurs, ça me fait dire que ça, on ne va pas le toucher. Quand il y a 1 REM, autant ne rien mettre, je pense. Ensuite, la hauteur de ligne, on mettra du 48. Donc c'est ça qui permettra en fait d'espacer plus les chiffres. Les 48 pixels, sinon on ne va pas aller loin. Donc là, on a notre petite présentation. Alors peut-être rajouter un text align center à ce niveau-là et un justify content à space between ou space around. Ouais, histoire que ça soit correctement aligné par rapport en fait au jour de la semaine. Et je vois ici que j'ai mis un C alors que mercredi, non, il n'y a que 3 lettres à chaque fois. Donc maintenant qu'on a ces jours-là, on a besoin de les générer dynamiquement. L'avantage, c'est qu'on a utilisé cette classe month.js qui est capable de générer les différents jours. Donc on a simplement à utiliser cette classe-là pour générer les différents jours. Pour générer ces jours, on va s'imaginer avoir une méthode qui s'appelle getDays. Et cette méthode retourne un tableau contenant les 31 ou les 30 jours du mois. Donc je vais créer une nouvelle variable days qui sera un tableau vide. Ensuite, je vais avoir besoin de connaître le jour de fin de mois. Donc j'ai besoin de me rendre en fait à la date de fin de mois. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par cloner en fait la date de démarrage. Alors je vais essayer au maximum d'éviter les effets de bord. Donc je vais essayer de ne pas faire des mutations. Le problème avec les dates en JavaScript, c'est que les méthodes setDate ou setMonth modifient l'objet de base. Si je fais ça, ça peut avoir des conséquences après importantes sur la suite. Donc à chaque fois que j'ai besoin de faire une modification, je vais cloner. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler end et qui contiendra une nouvelle date. Et je pars de la date de départ. Donc je peux utiliser la méthode getTime pour avoir le timestamp et le réutiliser en fait au niveau du constructeur de date. Ce qui me permet comme ça de créer un clone qui agit complètement indépendamment. Donc là, par défaut, ça sera par exemple pour le 1er janvier, ça contiendra le 1er janvier. Donc je vais lui demander d'aller un mois en avance. Donc je fais end.setMonth et je lui donne le mois courant, end.getMonth, et je rajoute 1. Donc si on est en janvier, on passe en février, si on est en décembre, on passe en janvier de l'année suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, j'ai besoin de reculer d'un jour. Et l'avantage, c'est que je peux utiliser la méthode setDate, qui prend en paramètre un nombre qui permet de dire je veux me situer le 2 février, le 4 février. Mais l'avantage, c'est que je peux utiliser un chiffre qui n'est pas dans le range 1.30 ou 1.31 et mettre 0. Si je fais ça, automatiquement, en fait, il va reculer. Je ne sais pas si c'est bien documenté en fait sur la documentation, mais si vous cherchez set, donc c'était set date, donc au niveau de l'objet date, on voit que ça prend un nombre
Mais ce nombre, il peut être un petit peu bizarre, c'est ce qu'on voit ici, par exemple 32, et automatiquement, il rajoute en fait les jours. Donc lui, il s'en fiche que ça soit pas normalement une date valide. Donc si vous mettez 0, en fait, ça part dans l'autre sens. Donc c'est idéal dans notre cas parce que ça va nous permettre en fait de rajouter, parce que ça va nous permettre en fait de reculer. Donc là, on se retrouve un jour en arrière, et donc ça tombe le dernier jour du mois. Maintenant, il me suffit simplement d'obtenir la date, et je peux utiliser la méthode getDate. Donc je vais lui dire, pour i allant de 0 à i strictement inférieur à la date, donc getDate. Ensuite, j'incrémente i++. Donc pour éviter de créer des choses pour rien, je peux mettre ++ i. Et dans cette boucle, je push un nouveau jour au niveau de ce tableau de days. Donc je vais créer une nouvelle date, en faisant let date égale new date, et je pars de la date de démarrage. D'ailleurs, ça fait 2 fois que je me répète. Dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est peut-être se créer une méthode. Je vais créer une méthode clone qui prend en paramètre une date. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne une nouvelle date de la date à cloner. Donc elle fait un return new date et elle prend la date en paramètre. Ce qui me permet, plutôt que de à chaque fois devoir faire ça, à faire ici un vis.clone et je clone la date de démarrage, vis.start. Là, de la même manière, je fais la même chose. Donc je fais vis.clone et je prends la date de démarrage. Ensuite, il faut que je précise. Ensuite, sur cette nouvelle date, il faut que je change les jours. Donc, par exemple, si ici i vaut 0, ça veut dire qu'on est au 1er janvier. Si i vaut 1, je dois aller au 2 janvier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ferai un date.setDate, et je lui rajoute i plus 1. Attention, parce que ça commence à 1. Et ensuite, je push dans le tableau cette nouvelle date. Une fois que j'ai fini ma boucle, je peux retourner les différentes dates. Je sauvegarde, et je peux maintenant, au niveau de mon rangepicker.vue, faire une petite boucle en lui disant pour chaque jour ou chaque day in month.getDays, automatiquement tu vas afficher la journée en question. Donc day, ça sera par défaut un objet de type date en JavaScript, mais si je veux le jour, il me suffit d'utiliser la méthode getDate. Voilà. Si je reviens au niveau de ma page, il me dit que j'ai une petite erreur ici. Donc dans month.js, une petite erreur, ligne 16. Oui, effectivement, ici c'est return days et non pas date. Si je reviens au niveau de ma page, ça m'affiche correctement les différents mois. Alors le problème, c'est que dans certains mois, ça démarre pas le lundi, ça démarre avec un petit décalage. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher les jours du mois précédent. Donc par exemple ici, si on commence un mercredi, il faudrait qu'il affiche 30 et 31 avant. Donc je peux gérer ça directement au niveau de ma méthode getDays. Donc au niveau de ma méthode getDays, je vais d'abord prendre la date de démarrage et connaître le jour de la semaine, pour ensuite rajouter les jours d'avant. Donc tout au début, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler day_of_week. Cette variable sera le jour de la semaine correspondant à la date de démarrage. Donc je peux utiliser la méthode getDay sur ma propriété start. Alors ce getDay me sort quelque chose entre 0 et 6 et ça commence à dimanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 1, histoire que tout soit décalé d'un cran, et lui dire que si c'est dimanche, qui du coup aura la valeur maintenant -1, je mettrai comme day of the week 6, histoire d'avoir des semaines qui commencent par lundi. Donc je vais lui dire if day of week égale -1, dans ce cas-là, je veux que tu fasses day of week égale 6. Maintenant, je sais à quel jour de la semaine on commence, du coup, je peux créer ce décalage-là. Donc, je vais lui dire si day of week est supérieur à 0, ça veut dire qu'on ne commence pas un lundi. Dans ce cas-là, je vais lui demander de parcourir en utilisant encore une boucle for i allant de day of week jusqu'à 0, i moins. Donc, par exemple, si on commence un mercredi, ça fera un i qui sera égal à 2, et ça fera du coup 2 puis 1. Et on utilisera ce i pour faire un offset et décaler la date vers l'arrière. Donc ça me permettra d'afficher les 2 jours qui me manquent ici. Donc je prends la date de démarrage et je vais la cloner. Donc je vais faire un let date égale vis.clone, vis.start. Ensuite je recule dans le temps. Donc je fais date.setDate et je lui demande de reculer de 1 ou de reculer de 2. Donc je multiplie i par -1. Par contre, il faut faire attention, comme je l'ai dit, à 0, c'est déjà un décalage. Donc je rajoute 1 pour prendre en compte ce décalage-là. Et ensuite, je rajoute dans la liste des dates cette nouvelle date. Ce qui fait que maintenant, si je reviens au niveau de ma page, je vois que par défaut, on a le 30 et le 31 qui correspondent à lundi et mardi. On gérera ce décalage juste après. Et ensuite, ça nous permet d'avoir l'affichage correct.
Donc là, on aura le 30 et le 31. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc au niveau de notre système, juste après avoir rempli les dates, on va obtenir la date qui correspond au dernier jour. Donc on fera un day of week égale end.getDay. On soustrait 1, on dit si le day of week est égal à moins 1, dans ce cas-là c'est 6. Si le day of week est strictement inférieur à 6, ça veut dire que le dernier jour du mois ne tombe pas sur un dimanche, on doit faire une complétion. On part cette fois-ci de 0 et on va à 6 moins day of week. Si par exemple notre semaine se finit le 5, donc ça se finit un samedi, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut rajouter un jour. Donc c'est pour ça qu'on fait un 6 moins day of week. Et ensuite, on incrémente positivement ce coup-ci, parce qu'on veut que les dates défilent progressivement. Ensuite, on reclone, mais cette fois-ci en partant de la date de fin, qui est obtenable avec la variable end. Ensuite, on fait un set date, et on prendra la date de fin, donc c'est end.getDate, et on rajoutera i. Mais attention, i commençant à 0, il faut rajouter aussi 1. Donc pour le premier jour, ça prendra la date et ça rajoutera 1. Donc si un mois finit le 31, ça fera 32 puis 33. Et après, on rajoute cette date à la liste. Si maintenant je reviens sur ma page, je vois bien que à cet endroit-là, ça complète ici les différents jours avec le 1, 2, 3, 4, 5 qui correspondent à ces jours-là. Donc ça permettra sur un calendrier en particulier de voir les jours décalés. Alors en revanche, il faudrait ici mettre une intensité un petit peu plus faible pour montrer que ça correspond à un autre mois. Sinon, c'est pas très clair d'un point de vue utilisateur. Donc on va avoir besoin de rajouter une classe sur l'élément qui se situe à cet endroit-là. Alors deux solutions s'offrent à nous. La première, c'est de se dire, on crée un composant différent à cet endroit-là. Une autre, c'est de se dire, on va simplement se créer une méthode. À vous de voir le niveau de complexité que vous voulez obtenir. Moi, j'estime qu'ici, créer un nouveau composant juste pour un jour, c'est un petit peu bête, étant donné que je ne vais pas avoir besoin de réutiliser ce composant-là. Donc pour l'instant, je vais me contenter de faire une méthode. Donc je vais utiliser la propriété dynamique class, et je vais utiliser une méthode qui va s'appeler class for day, ou date, comme vous voulez. Je vais lui passer un premier paramètre day, et un second paramètre month. Comme ça, ensuite, c'est cette méthode-là qui va se charger de rajouter les classes correctement. Donc cette méthode, il faut que je la crée. Donc je n'ai pas ici de clé méthode, donc je vais les définir, methods, et on va avoir une méthode qui va s'appeler class4day. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre la date et le mois. Donc le mois, c'est un objet de type month, attention. Et qui se chargera de rajouter les classes. Donc la première chose que l'on va vérifier, c'est qu'on va vérifier est-ce que en fait le mois du jour correspond au mois qui est passé en paramètre. Si ça correspond, dans ce cas-là, je mettrai la classe courante et dans le cas contraire, je mettrai une autre classe. Donc cette méthode peut retourner un objet ou retourner un tableau contenant l'ensemble des classes à associer. Moi, je vais plutôt partir sur un tableau, c'est toujours plus facile à modifier. Donc je crée une variable qui va s'appeler classes et qui sera par défaut un tableau vide. Ensuite, je veux vérifier est-ce que le mois correspond. Alors je peux même créer une méthode au niveau de month, ce sera encore plus simple, en lui disant if différent de month.contains, si le mois ne contient pas le jour, dans ce cas-là, je rajouterai dans la liste des classes une nouvelle classe qui va s'appeler rangePicker_out pour dire que le jour ne se situe pas à l'intérieur. Cette classe, je vais ensuite la styliser. Donc je vais créer une nouvelle propriété au niveau de notre CSS. Je vais dire pour rangePicker_out, tu vas passer l'opacité à 0.5. C'est tout. Maintenant, il faut que je crée cette méthode contains. Donc au niveau de mon month.js, je vais créer une nouvelle méthode en dessous des getters qui va s'appeler contains. Je lui passe en paramètre une date et cette méthode sera chargée de vérifier est-ce que ça correspond. Donc là, je retourne simplement date.getMonth qui me donne le mois correspondant à la date est égal au mois qui se situe au niveau de ma propriété. Si je fais ça, automatiquement, ça permettra de détecter les choses. Et au niveau de ma méthode class4day, il faut que je retourne à la fin les différentes classes. Ce retour va me permettre d'afficher comme ça, on va peut-être même baisser l'opacité, les jours en sous-impression. Donc ça marche pour les dates de démarrage et les dates de fin. Impeccable. Donc là, on a créé notre petit calendrier. Donc maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est représenter visuellement les différentes dates de disponibilité qui ont été pré-rentrées. Alors je m'imagine par exemple les récupérer depuis la base de données. Et au niveau de notre range picker, ici, avoir une propriété ranges, et on lui passerait les différents ranges. Ou même, si je veux faire des changements directement sur la propriété, on va avoir un vmodel, ce sera encore plus pratique. Donc je lui passerai une clé qui va s'appeler ranges.
Cette clé n'existe pas, donc dans mon export default de mon app.vue, donc là c'est vraiment que pour l'essai, je vais créer une méthode data qui va retourner un objet, et dans cet objet, je vais avoir une clé ranges. Et cette clé contiendra un tableau contenant des périodes. Donc les périodes sont définies de manière très simple, on a une date de démarrage et une date de fin. J'ai simplement créé ici une série de timestamps. Alors attention par contre, ces timestamps doivent être multipliés par 1000. Pensez que si vous récupérez un timestamp en PHP, il est en secondes et un timestamp en JavaScript est en millisecondes. Donc adapté suivant le langage que vous utilisez. Je sais que certains langages renvoient directement aussi des millisecondes, donc il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, notre range picker, on a besoin de lui dire, moi je m'attends aussi à avoir une valeur. Donc au niveau des propriétés, je vais lui préciser qu'il va avoir une autre propriété en plus de year qui sera value. Et cette propriété sera de type tableau. Je réorganise ça et je vais mettre ça tout au début. Histoire que dès que j'ouvre mon composant, je sache exactement de quoi il en retourne. Au niveau de mon data, donc ça c'est dans le state local, je vais préciser que j'aurai une variable ranges qui contiendra l'ensemble des ranges. Et par défaut, ça sera un simple tableau vide. Maintenant, au moment du montage du composant, je vais avoir besoin de prendre les ranges et de les définir en variable locale. Donc une première solution serait de faire un this.ranges égale this.value. Et ça permettrait de faire le binding entre les deux. Le problème, c'est que les dates telles qu'elles sont définies, sous forme de simple timestamp, c'est pas forcément pratique de travailler avec, parce que je vais avoir besoin moi d'utiliser des dates. De la même manière, j'aurais besoin, pour créer une classe, de lui demander est-ce que la date en cours est dans un des ranges qui est défini. Donc de la même manière que je l'ai fait pour month, je peux me dire que ça serait intéressant de se créer une classe pour gérer justement ce système de range. Donc cette classe, je vais tout de suite la créer. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler range.js. À l'intérieur, je vais faire un export et je vais exporter par défaut la classe qui va s'appeler ranges avec un S. Je vais avoir un constructeur qui prendra en paramètre un tableau contenant des ranges. Donc ce range peut être représenté de différentes manières et une chose que l'on peut faire, c'est peut-être avoir une autre classe que l'on va appeler range.js qui permettra de représenter un range. Ça permettra, si demain on a des évolutions à faire, de pouvoir les faire un petit peu plus simplement que si on traite directement avec des tableaux. Si demain on a besoin de rajouter des propriétés au niveau du range, on va être bloqué. Donc j'exporte par défaut une classe range. Donc là, elle est très très simple, on peut maintenant la définir. Elle va avoir un constructeur qui prendra en paramètre une date de démarrage et une date de fin. Ensuite, ce que ça fait, c'est que ça fait un this.start égale start et ça fera un this.end égale end. Histoire d'accéder à start et end, je crée des getters et des setters. Donc je vais avoir une méthode getStart qui me retourne simplement un this.start et je vais avoir une méthode getEnd qui me retournera this.end. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Et ça sera des objets de type date en JavaScript. Donc on pourrait utiliser du TypeScript pour être encore plus strict, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc lorsque on construit notre objet, nous ici, on va simplement faire un coup de this.ranges égale ranges. Histoire d'avoir une propriété qui permet d'obtenir les différents ranges. Et on aura une méthode statique, from timestamp, qui permettra de prendre les timestamps que l'on a récupérés donc avec des millisecondes et de créer justement les différents ranges. Un peu comme on l'a fait pour month, on se crée des méthodes statiques qui servent en fait de générateur pour nos objets. Donc ça prendra en paramètre un tableau de range et ce qu'il faut faire, c'est boucler dessus. Donc on va utiliser directement la méthode map ici. Donc on fera un range.map, ça prendra en paramètre une fonction. Cette fonction prendra le range à chaque fois et elle retournera la nouvelle propriété à donner. Donc globalement ici je fais un return new range. Je vais avoir besoin de la classe range que je dois importer et je lui passe en première clé la date de démarrage. Donc range ça contient deux timestamps. Donc range 0 contient le timestamp de démarrage et ce timestamp de démarrage, j'ai besoin de le convertir en date. Donc ici je fais directement new date et je lui passe range 0. De la même manière, je fais un new date et je lui passe range 1 qui est la date de fin. Comme ça automatiquement ça va me renvoyer un tableau de range. Et ce tableau de range, je vais l'utiliser comme constructeur. Donc ici je fais un return new ranges et je lui passe en paramètre ce tableau de range. Voilà, un petit peu compliqué, mais ça va faire le taf. L'avantage, c'est que maintenant, au niveau de mon rangepicker.vue, je n'ai pas à m'embêter ici. J'ai les valeurs qui sont ce gros tableau-là, et j'ai simplement à lui dire
crée-moi un ranges en utilisant les timestamps. Donc c'était from timestamps et je lui passe this.value. Voilà, alors il n'a pas importé automatiquement ranges, donc je vais lui dire import ranges et la variable va s'appeler ranges comme ça. Et au niveau de mon ranges, je vais enlever les espaces ici, ici et ici et peut-être mettre un petit console.log pour voir de quoi il en retourne. Au niveau de mon navigateur, je vais sortir mon inspecteur de code. Je vais peut-être essayer même hop. On va le mettre sous île, ça peut être pas mal, hop, comme ça. Et je vais regarder la partie console. Donc j'obtiens mon tableau et je vois que ce tableau contient un objet avec les start et les getters. Maintenant qu'on a tous ces objets-là, ben c'est relativement simple parce qu'on va pouvoir dire au niveau de ma vue, donc c'était dans le class for day, lui demander bon, ben, est-ce que mon jour est dans un des ranges. Donc on pourra lui dire if this.ranges.contains et je lui passe en paramètre le jour. Si effectivement il y a un des ranges qui contient ce jour-là, ben dans ce cas-là, je rajouterai dans la classe rangePicker underscore range. Automatiquement, je vais associer une couleur pour cette classe-là. Donc on mettra une couleur, on va être un peu brutal ici, mais on mettra du rouge, histoire de ne pas le louper. Et j'ai juste à créer cette méthode contains. Donc dans mon range.js, je vais créer une nouvelle méthode contains qui prendra en paramètre une date et qui vérifiera est-ce qu'on a cette date dans un de nos ranges. Donc pour savoir ça, il suffit de regarder si la date de démarrage est inférieure à la date et la date de fin est supérieure à la date. Donc je peux utiliser les timestamps pour ça. Donc je lui dis pour chaque élément dans this.ranges, si la date est supérieure à la date de démarrage, donc ça sera this.ranges.getStart.getTime. Et je vais peut-être aller à la ligne parce que sinon ça va faire des lignes un petit peu longues. Et la date est inférieure ou égale à la date de fin, donc ça sera getEnd. Ben dans ce cas-là, effectivement, je te retourne le range en question. Dans le cas contraire, je retourne nul. Donc c'est tout à la fin de la boucle. Si je n'ai pas retourné quelque chose, je me contente de retourner nul. Je sauvegarde. Et si je reviens au niveau de ma page, j'obtiens bien les dates qui sont sélectionnées correctement. Donc on voit ici que du 4 au 15, ben, c'est souligné en rouge. Du 4 au 28, c'est souligné. Enfin, non, c'est plutôt du 4 au 18, c'est souligné. Et les dates se soulignent correctement. Donc il me faut faire un petit peu de style à ce niveau-là. Donc je vais simplement changer ici ce style-là et lui mettre une couleur de fond. Donc on va mettre un background color en bleu bizarre et ensuite une couleur blanche. Voyons ce que ça donne, ça rend plutôt pas mal. Et parfois on a quand même des petits espacements, c'est tout simplement parce que diviser 100 par 7 ça marche pas forcément terrible. Peut-être si on enlève le justify contents, ça fonctionne un petit peu mieux. Bon, ça laissera un petit peu d'espace à gauche qu'on pourrait résoudre en mettant ici une virgule beaucoup plus profonde. Et là, ça me donne comme ça les dates correctement affichées. Par contre, on veut afficher un arrondi si la date est au démarrage et un arrondi à la fin si la date est à la fin. Donc pareil, ça se fait assez simplement. Il suffit juste de vérifier est-ce que la date qui a été récupérée est en début de range. Si elle est en début de range, je rajouterai la classe rangeStart. Et si c'est en fin de range, je rajouterai la classe rangeEnd. L'avantage, c'est que je récupère ici le range. Donc je pourrais même créer une variable en faisant let range égale ça. En lui disant ici, si range est différent strictement de nul, ça veut dire qu'on a obtenu un range. Dans ce cas-là, je rajoute cette classe-là. Et range, c'est un objet de type range. Donc on pourrait s'imaginer sur cet objet-là avoir une méthode isStart. IsStart, ça prendrait en paramètre une date et ça nous dirait est-ce que la date correspond à la date de démarrage. Alors pour vérifier que deux dates sont identiques en termes de jours et non pas forcément en termes d'heures et de minutes, ben on peut comparer les dates string. Donc je vais lui dire ici return date.toDateString. Donc ça donne la date sans les heures et minutes et secondes, doit être égale à la date de démarrage, this.start.toDateString aussi. De la même manière, je vais aussi dupliquer cette méthode-là et l'appeler isEnd. Ce qui me permettra ensuite, au niveau de mon rangePicker.vue, à avoir le moins de logique possible. Donc je vais dire if range.isStart la date, donc c'était day,
Ben, dans ce cas-là, je rajoute, en faisant un classes.push, range picker underscore range-start. Si la date est la date de fin, is end, dans ce cas-là, je rajoute range end. Ensuite, je vais styliser ces classes-là et je vais lui dire, ben, si on est sur un range start, je vais rajouter un border top left radius. Donc, je rajoute juste le border radius à 50%. Et je dois le mettre tout en haut, donc c'est border-top-left et border-top-right. Si on a en fin, non, c'est plutôt bottom left. Hop là. Bottom left. C'est le bord de gauche qu'il faut arrondir dans le cas où on est sur un démarrage. Et dans le cas d'une fin, end, c'est le bord de droite. Donc ça sera top right et bottom right. Donc ça devrait correctement fonctionner. Peut-être ici, mettre this end et pas this start. Si je reviens au niveau de ma page, ça donne comme ça un effet un petit peu plus sympa. Je vais peut-être au niveau de mes day, ici, rajouter une marge en bas de 1 pixel, histoire de séparer un petit peu mieux. Ou même 2 peut-être, voyons. Il faut tester, voir ce qui rend le mieux et adapter suivant le style que vous voulez donner. Mais on voit qu'on obtient comme ça des ranges qui sont affichés au niveau de l'utilisateur de manière un petit peu plus agréable. Il faudrait peut-être améliorer les proportions ici, mais en dehors de ça, déjà on voit que visuellement, on a la partie présentation. Donc maintenant on arrive sur la partie modification. Il va falloir permettre à l'utilisateur de sélectionner une date et de pouvoir rajouter une nouvelle période. Alors on pourrait se dire on va utiliser une librairie pour le drag and drop, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. En fait quand l'utilisateur va cliquer, donc va appuyer sur la souris, je ne sais pas si ça s'entend mais je clique ici, dès qu'il commence à appuyer, on retient la date de démarrage. Ensuite il se déplace et quand il va lâcher, on retiendra sur quelle date il l'a lâché. Et ensuite on créera la zone en fonction. Donc déjà, je vais empêcher ce surlignement qui va être complètement pénible. Donc sur le range picker days, je vais mettre un user select à none. Voilà, ça va permettre de bloquer en fait la sélection et l'utilisateur ne devrait plus pouvoir sélectionner. Alors c'est pas sur days, mais c'était sur numbers. Voilà. Ce qui permettra de ne pas engendrer de problème. Ensuite, je vais avoir besoin d'une variable pour pouvoir mémoriser le range en cours de création. Donc je vais avoir directement au niveau de mon rangePicker.vue, dans la construction, au niveau de mon state, un nouvel élément qui va s'appeler newRange. Donc ça sera en fait le range que l'on va chercher à créer. Et par défaut, il sera nul. Lorsque l'on commence à appuyer, il va falloir commencer à démarrer le drag. Donc dans ce cas-là, je vais avoir un événement sur chaque jour. Je vais aller à la ligne encore une fois pour un petit peu plus de clarté. Donc sur chaque jour, on va lui dire, lorsque tu appuies sur la souris, donc ça sera @mouseDown, je veux que tu commences à draguer. Donc je ferai un start drag et je lui passe en paramètre le jour. Ensuite, je vais créer cette méthode-là. Donc en dessous de la méthode class4day, je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler start drag. Cette méthode prendra en paramètre un jour et fera un comportement particulier. Première chose qu'elle doit faire, c'est commencer un new range. Donc je vais lui demander de créer justement ce new range. Et par défaut, il aura la même date de démarrage et de fin. Donc je vais faire un this.newRange égale newRange. Alors cette classe n'existe pas, donc il faut en haut que j'importe range. Et je lui passe en premier paramètre le jour et en second paramètre le jour. Comme ça, en fait, on a un range qui est sur une seule journée. Un petit peu comme avec les ranges standards, il faut surligner mon élément. Donc ça veut dire que cet élément a besoin de traquer quand est-ce que newRange change. Donc on traquera newRange aussi dans cette méthode-là. À cet endroit-là, je prendrai newRange et je vais lui dire si on a un newRange, il faut que tu colores les choses. On peut s'inspirer de ce que l'on a fait ici. Donc ça, c'est juste cette partie-là. Et on va lui dire if newRange est différent de nul. Si le range contient le jour, ben dans ce cas-là, il faut rajouter cette classe-là, mais on créera ici une nouvelle classe qu'on appellera rangePickerNewRange. Donc plutôt que de faire un push, je réécrase en fait les classes, parce que je ne veux pas utiliser ces classes-là. Donc ça permettra justement d'éviter les problèmes. Hop, donc ça sera classes égale, ça sera un tableau, et on lui passera ça. Si jamais on passe sur une date qui est à la fois dans un ancien range et dans ce nouveau truc. Ensuite, je vérifie, est-ce que c'est start? Si c'est start, je rajoute ça. Et si c'est une fin, je rajoute cette classe-là.
Et ici, ça ne sera pas sur range, mais ça sera sur new range. Attention. New range, new range, new range. Donc cette méthode contains, il me semble pas l'avoir déclarée. Donc au niveau de mon range, ouais, non, je ne l'avais pas déclaré. Comment je faisais? Au moment de ces tests-là, j'avais ce test ici. Plutôt que de m'embêter, hop, 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 je vais lui dire ici, if this.ranges_k.contains la date, dans ce cas-là, je fais le reste du traitement. Et j'envoie le code qui vérifie si la date est inclue dans un range à cet endroit-là. Ce sera contains, ça prendra en paramètre une date, et à l'intérieur, je vais lui dire, tu retournes date.getTime est supérieur à this.getStart ou this.start.getTime. Et il faut aussi que la date.getTime soit inférieure ou égale à range, donc ce sera this.end.getTime. Là, je fais simplement un petit peu de refactoring au fur et à mesure, histoire de bien séparer mon code. Donc tout ça, évidemment, il faudrait le tester après. Au niveau de mon CSS, je vais simplement copier cette couleur-là et la réutiliser. Donc ici, on va avoir cette nouvelle propriété qui va s'appeler NewRange. Et plutôt que de colorer en vert bizarre, on va colorer dans ce bleu. Ce qui fait que lorsque je me rends sur mon navigateur, si je clique ici, ben, automatiquement, ça colorise cette couleur-là. Et lorsque je lâche, il faudrait détecter sur quel jour on est allé. Donc je vais avoir besoin de détecter à chaque fois que l'on passe sur un jour. Donc je vais créer un nouvel événement qu'on va appeler mouseOver. Et sur cet événement, on appellera la méthode overDay. Et on lui passera en paramètre le jour. Cette méthode, je vais aller la créer. Donc ici, on est parti. overDay. Je lui passe en paramètre le jour. Et ce que j'ai simplement besoin de faire, c'est vérifier est-ce qu'on a newRange qui est défini. Donc if newRange est différent de nul, dans ce cas-là, je ferai un this.newRange.setEnd et je lui passerai en paramètre la date de fin. Cette méthode n'existe pas, je vais la créer. Donc juste en dessous du getEnd, je fais un setEnd, ça prendra en paramètre une date et ça fera un this.end égale date. C'est très très simple, mais comme ça, si demain j'ai besoin de faire des vérifications, elles sont qu'à un seul endroit. Si je drague et je drop, je vois que ça fonctionne correctement. Par contre, ça ne fonctionne pas si on va dans l'autre sens. Alors là, on a plusieurs solutions pour remédier au problème. Une solution qui pourrait être intéressante, selon moi, c'est de définir qu'est-ce qu'on est en train de changer. Est-ce qu'on change la date de démarrage ou la date de fin? Et pour ça, on va créer simplement un entier qui va s'appeler cursor, par exemple, et qui sera égal à 1. 1 si on bouge la date de fin et 0 si on bouge la date de démarrage. Donc, je vais créer une nouvelle propriété ici qui va s'appeler cursor. Et par défaut, ça sera à 1, ce qui veut dire qu'on modifie la date de fin. Donc je vais lui dire if this.cursor est égal à 1, dans ce cas-là, this.newRange, je lui demande de changer la fin. Dans le cas contraire, ça veut dire que je veux changer la date de démarrage. Setter qui n'existe pas et que je crée tout de suite, alors il est très très simple, hein, hop. Donc je fais juste un this.start égale date et ça s'appellera setStart. Au niveau de mon range picker, j'ai besoin de lui dire, mais si jamais on se retrouve avec une situation un petit peu embêtante, c'est-à-dire que le range va se retrouver inversé à cause de mon dernier changement, dans ce cas-là, ça veut dire que je dois changer le curseur. Alors, la solution qui me semble la plus propre, c'est de faire les vérifications au niveau de notre range et de dire, lorsque tu fais un setStart, je vais vérifier quand même que la date ne soit pas inférieure ou supérieure à la date de fin. Donc là, je vais lui dire, par exemple, si la date, donc j'utilise getTime, de démarrage est supérieure strictement à la date de fin, donc c'est this.end.getTime, là j'ai une erreur. Donc tout de suite, je peux throw une nouvelle erreur. Et dans cette erreur, je peux mettre un message, par exemple lui dire start est supérieur à end. Bon, ça servira à rien, mais ça sera là. De la même manière, lorsque j'ai défini le end, je vais lui dire si la date que j'essaie de définir en end est strictement inférieure à la date de démarrage, je me retrouve dans le cas inverse où j'essaie de définir le end qui est inférieur à start. Maintenant, au niveau de mon rangePicker.vue, ça va provoquer un problème. Si j'essaie, donc je réactualise la page, j'essaie ici de revenir vers l'arrière, j'obtiens bien cette erreur-là. Et de la même manière, dans le cas inverse, on aura le problème inverse. Donc au niveau de mon overday, j'ai simplement à lui dire
Ben, ce code-là peut renvoyer une exception. Donc je l'entoure d'un try catch. Je vais capturer l'erreur, bien qu'elle n'ait pas d'importance ici. Et si on a une erreur, j'inverse le curseur. Donc 1 devient 0 et 0 devient 1. Donc je peux utiliser ici vis.cursor égale math.abs pour avoir la valeur absolue de vis.cursor moins 1. Ça permet comme ça d'inverser le chiffre et je réappelle la méthode derrière. Donc je réappelle la méthode overday en lui passant en paramètre le jour. Et cette méthode, je dois l'appeler sur vis. Comme ça, en fait, il va réessayer de faire les choses en sens inverse. Et du coup, au niveau du try, je lui passe tout ça. Hop. J'essaie de revenir sur ma page, je sauvegarde, je vais vers la droite, je vais vers la gauche, et ça fonctionne correctement. Donc là, on a géré notre petit système. Par contre, on voit que parfois, il y a un petit décalage qui se crée. En fait, il faudrait conserver la date de démarrage qui a été choisie, celle qui a été vraiment spécifiée au début. Donc lorsque l'on commençait à draguer. Du coup, je vais créer une nouvelle propriété. Donc au niveau de mon state, c'est dans la partie data, on va l'appeler start drag date ou start date. Voilà. Ça sera par défaut nul. Lorsque je commence à déplacer, donc c'était dans la partie start drag, je peux faire un vis.start date et lui préciser que ça se prendra la valeur du jour. Et ensuite, au niveau de mon overday, lorsque je réinitialise le curseur, je peux aussi réinitialiser le range en faisant vis.newRange égale newRange et je lui passe en paramètre la date de démarrage. Ce sera vis.startDate et ensuite vis.startDate, histoire qu'il repart toujours sur la même logique. Si je reviens au niveau de ma page, hop, je passe ici au niveau du 21. Et quoi qu'il arrive, je reste toujours au 21 comme date de démarrage. Donc c'est bien la date que j'ai sélectionnée qui reste la date de démarrage. Lorsque je lâche, il faut que je détecte que j'ai lâché et que j'ajoute automatiquement la période. Donc pour détecter lorsque l'on lâche, on peut lâcher en dehors d'une date en particulier. Donc on va écouter l'événement non pas sur un élément en particulier de notre élément, mais carrément sur tout le document. Donc lorsque notre élément est monté, ici, d'ailleurs je vais le mettre après la partie méthode, ça... Je préfère quand c'est vraiment à la fin. Donc ça sera ici. Donc quand notre élément est monté, on va rajouter un événement sur le document. Donc on va lui dire sur le document, je veux que tu rajoutes un listener qui s'appellera mouseUp et tu utiliseras la méthode onRelease. Par contre, quand cet élément est détruit, il faut que tu enlèves ce listener. Il ne faut pas que tu continues à le lancer. Parce que sinon, on va se retrouver à l'accumuler encore et encore et encore. Donc lorsque notre élément est détruit, sur le document, tu dois supprimer le event listener mouseUp qui appelle la méthode onRelease. Cette méthode, je vais maintenant pouvoir la créer. Donc elle se situe au niveau de la partie méthode et je vais créer ici la méthode onRelease. Cette méthode ne prendra aucun paramètre et vérifiera est-ce qu'on a un new range, et si on a un new range, on va le rajouter à la liste des ranges qui sont disponibles. Donc je vais lui dire if this.newRange vis.ranges, donc ça c'est mon objet qui contient l'ensemble de mes ranges, et je vais lui demander d'ajouter le range vis.newRange. Ensuite, je fais un vis.newRange et je définis ça à nul, histoire qu'on annule le déplacement qui était en train d'être fait et que ça ne s'affiche plus au niveau de la vue. Au niveau de mon ranges.js, il faut que je rajoute cette méthode addRange. Donc addRange prendra en paramètre quelque chose de type range et se contentera simplement de faire un vis.ranges.push et je rajoute le range en question. Je passe toujours par des méthodes parce que c'est plus propre et c'est plus testable. Si je reviens au niveau de ma page, j'essaie de déplacer, je lâche et automatiquement ça a rajouté. Par contre, si je drague et que je rajoute sur quelque chose qui existe déjà, il faut que ça fasse une fusion. Donc ça veut dire que je dois rajouter une logique supplémentaire au niveau de ma méthode addRange. C'est pour ça que c'est intéressant de séparer. Et on va séparer un maximum de logique en fait dans la partie range. Donc on va parcourir l'ensemble de nos ranges. Donc on fait for let k in vis.ranges. Je vais lui demander est-ce que en fait le range que je suis en train de rajouter, il rentre en intersection en fait avec un autre range. Donc je peux utiliser une méthode ici, je vais faire vis.ranges k.intersect et je lui passe en paramètre le range. Si effectivement on a une intersection, donc si ça retourne true, if
ce truc-là, ben dans ce cas-là, je ferai un vis.ranges_k.merge et je lui demanderai de fusionner avec le range en question. Et je return directement ici, parce qu'il n'a pas besoin de faire l'ajout, il ne doit faire l'ajout que si jamais on n'a pas une insertion. Voilà. Donc ces deux méthodes intersect et merge n'existent pas, et il faut que je les crée. Donc au niveau de ces méthodes-là, on va d'abord avoir le intersect, je vais y arriver, ça prendra en paramètre un range, et globalement on a une intersection. Si la date de démarrage, donc c'est range.getStart, est inclus dans notre range actuel, donc on peut faire un vis.contains la date de démarrage. Ensuite, on a aussi une intersection où, hop là, c'est avec des pipes, où vis.contains la date de fin, range.getEnd. Ou le dernier cas, qui est un petit peu plus épineux, c'est que la date de démarrage est inférieure à la date de démarrage de mon range et la date de fin est supérieure à la date de fin. Ça veut dire que mon range, en fait, est supérieur à ma date. Donc là, il n'y a pas le choix et je n'ai pas prévu le coup, donc il faut que je fasse le test. Donc ça sera range.getStart.getTime. S'il est strictement inférieur à vis.start.getTime, ça veut dire que la date de démarrage est inférieure à la date de démarrage de notre range. Et ça je vais le mettre entre parenthèses, et que la date de fin de notre range, getEnd, est supérieure à la date de fin de notre range en cours. Si on a effectivement ça, on peut retourner true. Donc là, je peux me contenter de retourner ça. Maintenant, il faut gérer le cas de la fusion, donc c'est le merge du range. Mais là, c'est relativement simple pour le coup. Si jamais on a la date de démarrage, donc c'est ce que l'on avait ici en fait, hop, qui est inférieure, ben dans ce cas-là, ça veut dire que je dois changer la date de démarrage de mon range en cours en faisant un vis.setStart et je lui passe en paramètre la date de démarrage, range.getStart. Si la date de fin est supérieure, donc là c'est cette seconde condition là, ben dans ce cas-là, c'est la date de fin que je dois mettre à jour. Donc setEnd, range.getEnd. Bon, c'est vraiment juste des mathématiques entre guillemets, et c'est tout ce que l'on a à faire. Peut-être on peut retourner le range ici, mais bon, on va pas se compliquer la vie vu qu'on n'a pas besoin du retour. Bon, maintenant le moment de vérité, on fait un petit essai. Je lâche et j'obtiens une petite erreur. Range_k.intersect is not a function. Effectivement, au niveau de cette méthode-là, j'ai fait une petite erreur, c'est intersect. J'essaie de réactualiser et là j'ai bien une fusion qui s'opère et si je fais ça, j'ai bien une fusion. Donc ça fonctionne super bien. Je vais ici peut-être essayer d'englober le 31 et ça fonctionne correctement. Donc j'ai maintenant géré ce système-là. Autre chose que j'avais dit, je veux lorsque je double-clique ici que ça supprime la période qui est associée. Donc là, ça va être relativement simple, on a quasiment créé le code. Mais au niveau de mon range picker, je vais simplement écouter le double-clic. Donc je vais lui dire @double-click et je vais utiliser la méthode remove range et je lui passerai en paramètre le jour. Cette méthode, je vais ensuite la créer, donc tout en bas, hop. Je rajoute une nouvelle méthode removeRange qui prend en paramètre le jour. Donc la première chose que je dois faire, c'est trouver le range qui correspond à ce jour-là. Donc je peux le faire en utilisant la même méthode que celle que j'avais écrite ici. Donc j'utilise ranges et j'utilise la méthode contains pour obtenir le range. Si effectivement je trouve quelque chose, ben dans ce cas-là, je vais pouvoir lui dire de supprimer le range en faisant vis.ranges.delete ou remove range et je lui passe en paramètre le range. Ensuite, cette méthode, je vais aller la créer. Donc ici, on va créer une méthode remove range qui va supprimer les choses. Alors pour supprimer, je trouve que la méthode la plus simple, c'est simplement de recréer un tableau en utilisant la méthode filter. Donc je ferai un vis.ranges égale vis.ranges.filter et je lui demande de garder les ranges. Donc là, on va l'appeler R, où le range est différent du range qui est passé en paramètre. Et c'est tout ce que j'ai à faire à cet endroit-là. Automatiquement, si je double-clique ici, ça me permet de supprimer le range qui correspond.
Dernier petit détail et dernière fonctionnalité avant d'avoir terminé. Dès que je passe sur cette zone-là, il faudrait en fait que ça modifie la zone, plutôt que de me permettre ici de créer une nouvelle zone par-dessus, ce qui n'a pas vraiment de sens. On a deux solutions, soit on peut faire une logique un petit peu complexe, soit on peut tricher en fait et lui dire quand tu cliques ici, tu vas détecter qu'on est déjà dans une zone et tu vas me définir le new range égal au range précédent. Et tu vas supprimer ce range de la liste. Ce qui permettra en fait de simuler les choses. Si on est sur la date de démarrage, dans ce cas-là, ça veut dire que le curseur est à 0. Ça veut dire qu'on va aller plutôt vers la gauche. Et sinon, on va aller plutôt vers la droite. Donc il suffit simplement de rajouter un petit peu de conditions au moment du start drag. Donc dans mon start drag, je vais lui dire si effectivement on est dans un range. Donc je reprends cette logique-là. Hop. Lorsque l'on démarre, on vérifie est-ce qu'on est dans un range. Si on est dans un range, on va vérifier quelque chose. Dans le cas contraire, on fait le comportement traditionnel. Déjà, rien qu'en faisant ça, en fait, ce qu'on va éliminer, c'est qu'on élimine la possibilité de créer un range à l'intérieur d'un autre. On voit que le glisser-déposer ne fonctionne plus. Maintenant, on vérifie est-ce qu'on est dans un démarrage. Donc, if range.isStart, je lui passe en paramètre le jour. Donc, si on est dans un démarrage, ça veut dire que le this.newRange sera égal à range. Ensuite, je supprime dans la liste des ranges ce range en question. Et je définis la date de démarrage, start date, comme la date de fin de ce range-là. Donc ça sera range.getEnd. Et le curseur doit être à 0. Ça veut dire qu'on est plutôt en train de déplacer l'élément de gauche. Alors j'essaie de réactualiser la page, je clique ici, et lorsque je déplace, je vois ce que ça donne. Et c'est toujours 18 qui reste la date de démarrage. Si vous avez bien suivi, dans le cas contraire, donc else if range.isEnd de day, j'ai la même chose à faire, donc le curseur doit passer à 1, le new range sera égal au range, je supprime le range, et je définis la date de départ comme la date de départ, et le curseur passe à 1. Bon, je pourrais un petit peu refactorer pour mettre ces deux lignes dans une seule condition, mais bon, c'est pas bien grave ici. Si maintenant je passe sur la date de fin, je vois que ça me permet de modifier les choses. Et là, j'ai le comportement de base. Alors par défaut, tout ça ne change pas le modèle parent, c'est-à-dire qu'au niveau de mon app.vue, si ici j'essaie de débugger ranges, peut-être on va le mettre même avant comme ça. Si je regarde, dès que je fais des changements à cet endroit-là, les ranges en haut ne changent pas. C'est logique parce qu'on avait mis un vmodel et on ne veut émettre les changements que lorsque l'on soumet. Donc au niveau de mon rangePicker.vue, on s'imagine après avoir mis tout notre calendrier, on aurait deux boutons. Un bouton cancel et un bouton soumettre. Donc pour cela, je vais englober tout mon truc d'une div bidon en fait, pour ensuite, au même niveau, créer un rangePicker_actions. Je vais créer un bouton qui aura la classe rangePicker_cancel, qui sera le bouton annulé. Et lorsque l'on va cliquer dessus, je vais lui dire de lancer la méthode cancel, ou onCancel plutôt. Ensuite, je mettrai annuler ici. Dans le cas où on clique sur OK, je lui demanderai d'appeler la méthode onSubmit. Ou allez, submit et cancel, peu importe. Tout en bas, je vais créer ces deux nouvelles méthodes. Donc ici, elle est ici. Hop. Donc on a d'abord le cancel. Alors le cancel est plutôt simple pour le coup. Il se contente simplement d'émettre l'événement cancel. Ensuite, le submit, lui, il va émettre l'événement submit. Ça, c'est logique. Mais ensuite, on va émettre un événement qui est propre à l'utilisation de vmodel, qui est l'événement input. Et on lui passe en paramètre les ranges. Alors par contre, on va lui passer sous forme de timestamps. Ça veut dire que cette méthode, je dois la créer. Donc au niveau de mon ranges, je vais créer une nouvelle méthode toTimestamps. Et je vais faire un this.ranges.map. Je prends chaque range et je vais émettre ça sous forme de timestamp. Donc il me suffit simplement de retourner un tableau. Donc je fais un range.getStart.getTime. Et de la même manière, je fais un range.getEnd.getTime. Comme ça, en fait, je réémets le tableau au même format que celui d'entrée. Et ça, je n'oublie pas de le retourner, sinon on n'obtiendra rien. Donc au niveau de mon app.vue, ça me permet par exemple de dire, bon ben cet élément-là, je ne le veux visible que si jamais on a le date picker qui est sélectionné.
On va l'appeler isSpeakerVisible. Dans les datas, je vais préciser que isSpeakerVisible, par défaut, est à false. Et pour que tout ça apparaisse en surimpression, je vais peut-être même faire une div qui aura un style directement. Et je mettrai position fixed et un top à 0, left à 0, right à 0, bottom à 0. Et un overflow à scroll. Et à l'intérieur, j'y mettrai mon range picker. Et surtout, je rajoute la condition juste après du vif pour lui dire il ne faut afficher cet élément-là que si isSpeaker est visible. Donc par défaut, ça m'affiche les ranges. Et je vais créer un bouton. Et ce bouton, lorsque l'on va cliquer dessus, je vais lui dire de rendre le picker visible. L'avantage, c'est que j'ai utilisé aussi les événements ici. Et je peux lui dire que lorsque l'on cancel, @cancel, je veux que tu utilises la méthode pickerHide. Et tu vas faire la même chose lorsque l'on soumet. Ce sera pickerHide. Là d'ailleurs, pour l'instant, je ne vais pas mettre ça en position fixe, je vais mettre ça en position statique. Hop. Temporairement pour tester les choses. Donc je vais créer les deux petites méthodes là. Hop, on est parti. Méthode, ça sera un objet. Picker. La méthode pickerVisible, je me dis que c'est complètement stupide, on va plutôt l'appeler pickerShow. Voilà, pour éviter de la confondre avec isSpeakerVisible. Donc, pickerShow, ce que ça fait, c'est que simplement, ça fait un isVis.isSpeakerVisible et ça définit ça à true. De la même manière, la méthode hide, vous le devinez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va masquer le picker. Donc, ça mettra ça à false. Et sur ce petit bouton-là, je vais mettre un petit label, afficher le calendrier. Maintenant, au niveau de mon navigateur, je clique sur afficher le calendrier. Donc le calendrier s'affiche. Je modifie cette date-là. Et on s'imagine par exemple aller jusqu'à la fin. Donc on va aller jusqu'au 31 décembre. Donc cette date-là doit changer. Donc je vais peut-être copier ce chiffre-là. Je clique sur OK. Et j'ai une erreur au niveau de la console. GetStartGetTime is not a function. Dans Ranges. Alors c'était dans la partie toTimestamp. Je lui dis parcours l'ensemble des ranges et getStart, oui, c'est des méthodes. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc là, je réactualise. J'ai gardé cette date en mémoire, oui. Donc je fais afficher le calendrier. Je modifie cette date-là. Je clique sur OK. Et automatiquement, on voit bien que la première date a été changée. Donc ça fonctionne correctement. Les éléments ne sont changés que lorsque l'on sélectionne nos différentes dates. Alors par contre, peut-être un petit truc que j'ai peut-être oublié de faire. C'est si je clique sur OK ici, ça modifie seulement cette date-là, mais il faudrait en fait que ça supprime aussi les autres. Parce que c'est vrai que ça sert à rien de garder les autres dates sous ça. Donc là, c'est une erreur que j'ai fait. Alors c'est pas forcément 100% une erreur, c'est à cet endroit-là. Alors c'était lorsque je lui demande de rajouter un range, je lui dis s'il y a une intersection, je fais une fusion. Mais le problème dans le cas que je viens de décrire, c'est qu'on a une intersection avec plusieurs zones à la fois en fait. Du coup, il merge avec la première et il s'arrête après. Donc pas de panique, une solution assez simple, c'est peut-être de faire un test pour savoir si le range que je suis en train de créer contient le range. Et dans ce cas-là, je peux lui dire de faire un remove range, et je vais supprimer le range en question. Donc c'était vis.ranges_k. Et ensuite, je le laisse continuer. Dans le cas contraire, ça veut dire que ça ne contient pas et on doit continuer à faire notre test d'intersection. Je pense que c'est un bon compromis. Par contre, cette méthode contains, normalement, je crois qu'elle attendait une date pour vérifier est-ce que en fait un range contient la date. Donc maintenant, je m'imagine que range peut aussi prendre, que contains peut aussi prendre un range. Donc, je vais mettre une petite condition en lui disant if date instance of date. Dans ce cas-là, tu vas utiliser ça. Dans le cas contraire, else if, si date c'est une instance of range, tu vas faire quelque chose. Dans le cas contraire, tu feras un throw type inconnu. Ah, d'ailleurs, il ne m'autorise pas à faire ça parce qu'il veut forcément qu'on renvoie des objets. Donc je fais throw new error et je renvoie type inconnu. Au niveau de mon else if, je peux mettre la condition que j'avais au niveau de l'intersection. Donc c'était l'intersection, c'était cette longue condition là. Donc je retourne cette condition là. Et on utilisait ici range
que l'on mettra ici. Donc on fera if range instance of date. Dans ce cas-là, let date égale range. C'est pas terrible, mais au moins c'est plus évocateur. Si range est une instance de range, on peut l'utiliser et ça devrait fonctionner. Donc j'essaie de revenir sur ma page, j'affiche le calendrier, je prends une date qui commence ici et qui finit au 31 décembre, je lâche. Apparemment, j'ai pas trop de soucis. Je clique maintenant sur OK. Et ça n'a pas fonctionné. Parce que au niveau du contains, c'est la première. Alors, il faut que je réfléchisse dans quel ordre en fait on le dit. C'est le truc qui doit contenir le range. Donc ça veut dire, en fait tout est inversé. Voilà. Donc c'est un supérieur et là c'est un inférieur. Et je me dis d'ailleurs, mon for là il va pas bien fonctionner parce que si on supprime une clé, ça va décaler toutes les autres clés et la prochaine itération va pas fonctionner correctement. Donc plutôt ici, je vais plutôt utiliser la méthode forEach. Donc je vais lui dire this.ranges, comme ça prendra vraiment un instantané entre guillemets de ce tableau là. Et je lui demande pour chaque range d'exécuter la fonction suivante qui va se contenter, elle, de supprimer les éléments. Donc dans cette fonction-là, je lui dis si le range, d'ailleurs on va la renommer R, et on peut renommer ça en R. Voilà. Donc si le range que j'essaie de créer contient le range, je le supprime. Là, ici, on utilisera R s'il y a une intersection. Dans ce cas-là, on fait une fusion et on ne returne rien en fait. Mais maintenant, on est embêté parce que ce forEach, en fait, il fonctionne correctement, mais on a besoin de savoir s'il y a une fusion. S'il y a une fusion, on ne veut pas rajouter le push. Donc dans ce cas-là, plutôt que d'utiliser la méthode forEach, on peut utiliser la méthode reduce. On va lui passer en paramètre un booléen que l'on mettra à false. Et on lui dira ici, let merged égale le résultat de cette fonction-là. Et on lui dira à la fin, si tu as fusionné, et dans ce cas-là, enfin, si tu n'as pas fusionné plutôt, si merge est égal à false, tu feras un ajout. Donc ici, c'était merge. Et on va lui dire, lorsque tu merges ici, il faut que l'accumulateur se mette à retourner true. Dans le cas contraire, peu importe ce qui se produit, on retourne l'accumulateur. Donc l'accumulateur sera passé en premier paramètre. Donc c'est ici merge, qu'on va appeler M. Voilà, histoire d'éviter les conflits avec le nom de cette méthode-là. Et on retournera l'accumulateur. Normalement, ça permettra de corriger le problème. Alors, je vais réessayer de faire encore un nouvel essai. J'affiche le calendrier. Je sélectionne du 1er au 31 décembre. Je clique maintenant sur OK. Et je ne me retrouve plus qu'avec une seule période. Toutes les autres périodes ont été supprimées. Si je refais un essai, je rajoute ici une période là. Je supprime celle-là, j'en supprime quelques-unes. Hop. Puis là, j'en avais créé plein. Voilà, donc là je dois en avoir 1, 2, 3 et je vais en créer 4. Hop, je clique sur OK et ça me donne 1, 2, 3, 4 périodes. Donc mon système de périodes fonctionne correctement et j'ai maintenant créé ce système-là. Donc après derrière, au niveau de votre app.vue, vous pourriez récupérer l'ensemble des périodes sous forme de timestamp et reconstruire un formulaire qui permettrait d'envoyer les informations au niveau de votre serveur. Autre solution qu'il est possible d'envisager, c'est lorsque l'on a un submit qui est lancé, d'automatiquement récupérer la valeur et ensuite l'envoyer en Ajax au niveau de votre serveur. Enfin, il est aussi possible de rajouter des propriétés au niveau de range pour par exemple traquer les idées de la base de données et éviter de refaire des inserts en permanence. Et de la même façon, vous pouvez même créer des curseurs pour changer les années, ce genre de choses. Donc après, je vous laisse construire par-dessus, mais je voulais vraiment vous montrer la création de ce composant range picker et surtout les subtilités liées à la fusion et la modification de range. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et vous aura permis de voir qu'on n'a pas forcément besoin de librairie de drag and drop pour gérer ce type d'événement, ni de librairie pour les dates. On peut tout à fait bien s'en sortir en organisant correctement. Et comme je vous l'ai dit, on a essayé de séparer un maximum de code dans ces classes-là. Donc ce qui pourrait être intéressant pour pousser le tutoriel un petit peu plus loin, c'est de créer les tests unitaires pour tout ce que l'on a créé dans range, ranges et month. Ça nous aurait peut-être permis de capturer l'erreur que l'on avait commise au niveau du système de container. Mais là déjà c'est relativement long, donc c'est vrai que j'ai choisi de ne pas faire du TDD. Mais l'avantage, c'est qu'on a gardé au niveau de notre partie vue le strict minimum, l'ajout de classes et la modification du DOM. Tout ce qui est traitement est séparé dans des classes qui sont génériques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!